Monsieur mes parents, on se connaît un petit peu suite à notre journée d'hier. Je dirige le compteur prospective, donc un cabinet d'études prospectives stratégiques, sociologie des nouveaux usages et futurs des organisations. Et pour un petit peu vous expliquer du Perron dont je vous parle, on peut travailler aussi bien pour des institutions comme le CNES, des entreprises comme Keolis ou des industriels, ou des ONG comme la Croix-Rouge. Et ça va de l'exploration pour le CNES, des enjeux éthiques de l'espace, de vivre au quotidien dans l'espace, ou la prospective des infrastructures spatiales. Pour Keolis, ce sera sur les notions de services, de mobilité, l'impact de l'augmentation de la longévité sur la mobilité des usagers, et pour la Croix-Rouge française, une prospective par exemple du bénévolat ou du don. Aujourd'hui, cette matinée, on va travailler en matière de prospective. Il va être question de spéculation autour de notions d'arborescence des futurs, parce qu'on va s'attacher à parler d'un futur au pluriel. Il n'y a pas un futur, il y a des futurs en fonction de différents paramètres qui vont agiter la continuité. On va parler effectivement donc de rupture de la continuité, d'accidents et d'inattendus. On va parler aussi bien sûr de transgression, parce qu'il faut tuer la facilité, la paresse de la nature humaine. Tout ça au profit d'un décentrement et d'une exploration de la terra incognita qu'est le futur. Ensemble, donc on va commencer, on va esquisser les chemins qui pourraient mener du présent vers l'avenir souhaité de la décarbonation de l'industrie dans la métropole Rouen-Normandie. On va essayer d'aller au-delà de l'évidence, on va essayer d'aller au-delà de la prévision ou de la statistique. À cette fin, donc, dans un moment, après, dans une heure, vous allez être invité à vous diviser en 3 groupes pour travailler avec mes amis prospectivistes qui sont là, Nathalie Viette qui est là, Antoine, et puis Christian Gattard, mon associé au comptoir. Mais avant cette heure, pendant un moment, je vais vous laisser entre les mains d'un autre prospectiviste. Un prospectiviste au parcours atypique, au parcours qui n'est pas linéaire, qui est peut-être le propre des prospectivistes qui ne sont pas des hommes et des femmes de carrière. Ce côté à la marge du système leur permet de garantir une forme d'indépendance d'esprit, une forme de transgression, de liberté de transgression, parce que quand on est dans le système, c'est un peu plus dur parfois de dire à son commanditaire que peut-être que là, il faut pousser tel ou tel curseur. La personne dont je vous parle est ici, Pierre Giorgini. Bonjour Pierre. Pierre est un ancien ingénieur et cadre dirigeant de l'industrie des télécoms. Il a aussi sévi dans d'autres institutions. Jusqu'en 2020, il était président-recteur de l'université catholique de Lille. Il est aussi philosophe et épistémologue. Il a commis une dizaine d'ouvrages. Je crois que le dernier est en train d'être rédigé. Et un de ces ouvrages a le prix de l'Académie des sciences. Il a insufflé à la Catho de Lille, il a insufflé un esprit de changement, un esprit d'innovation en termes de techniques pédagogiques. Il a aussi changé et incité un autre regard dans le rapport aux technologies. Il a aussi insufflé ou invité à la création de tiers-lieux qui invitent à d'autres relations entre enseignants-chercheurs, étudiants et les entreprises qui gravitent autour de l'écosystème de la Catho au bénéfice des étudiants. Ce parcours lui permet de porter un regard incisif mais bienveillant sur l'univers de l'innovation, sur l'univers des nouvelles technologies. C'est entre ses mains que je vais vous laisser pendant une heure, entre des mains à la fois pétillantes, à la fois pertinente. Donc, Pierre, je te laisse la main.
Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin. Voilà. Alors j'aime bien toujours démarrer, parce que vous verrez une part d'improvisation dans mon propos. Il faut laisser l'imprédictible agir un minimum. Donc j'aime bien toujours rebondir sur un terme. Dans la présentation, tu as dit « entre les mains ». Il m'est venu tout de suite, comme moi j'ai le cerveau un peu bizarre, il n'arrête pas de faire des connexions, puis parfois il se déconnecte complètement, mais tu as parlé de « entre les mains », je trouve ça intéressant parce que vous connaissez l'origine étymologique du mot « entreprendre hein, », c'est prendre dans les mains, c'est se saisir. C'est pour ça qu'avec mon ami, le philosophe Olivier Fréron, on a inventé une expression qui est l'entre-donne. Voilà, est-ce qu'on pourrait passer de l'entreprise à l'entre-donne? C'est une question qui peut être intéressante, mais voilà, c'est juste un petit rebond. Bon, on va donc passer une petite heure ensemble. Mon exposé, je vais essayer de le faire tenir en 30-35 minutes pour qu'il y ait le temps pour les échanges, les questions, les réactions, les désaccords, tout ce que vous voulez en termes de réaction, mais aussi, surtout, c'est un détour que je vais vous proposer. Je vais dire un détour un peu, une espèce d'overview, hein, un peu d'analyse très hélicoptère du monde de la transition fulgurante, qui était le titre de mon premier ouvrage. Bien évidemment, en 35 minutes, on ne va pas parcourir les 7 métamorphoses dont je vais parler, ce qui vous conduira à acheter mes ouvrages. Voilà, et je le dis souvent d'ailleurs, ils sont vendus en pharmacie car 2 pages équivalent à l'Exomil. Donc si vous avez des problèmes de sommeil, n'hésitez pas. Chaque ouvrage traite à peu près une des métamorphoses. Peut-être s'il y a des universitaires ou des personnes parmi vous, bon, ben, mes références, mes maîtres à penser, si je puis dire, c'est Alain de Vulpian, Harry Deleuze, Peter Senge par exemple pour une partie, Bernard Stiegler à la fin de sa vie avec qui j'ai pas mal travaillé. Voilà, c'est plutôt ce courant, je dirais un peu philosophique, et puis évidemment les éthiciens puisque je suis chercheur associé au laboratoire d'éthique. Bon, alors on va démarrer. J'aime assez bien commencer en disant ce que je vais essayer de vous faire peut-être percevoir, et par ce voyage au cœur des métamorphoses, le terme métamorphose d'ailleurs vient du courant de Vulpian, à l'époque de la Kofrenka, enfin il a derrière développé cette terminologie, hein, Alain de Vulpian est un ethnologue tout à fait remarquable, très pragmatique, très pratique, et ce terme a ensuite été repris par des gens comme Philippe Lemoine ou d'autres, donc aujourd'hui beaucoup parlent de la métamorphose, parce que c'est un terme intéressant, puisque quand je passe des slides, je montre souvent en fait la chenille et le papillon, voilà, qui est un exemple du vivant, de la métamorphose, c'est-à-dire quelque chose qui a un lien, il y a un lien entre la chenille et le papillon, mais en même temps il y a une telle transformation que si on ne suit pas le process avec acuité, on a quand même du mal de percevoir cette métamorphose. D'ailleurs c'était le titre, la transition fulgurante, qui est une forme d'oxymore, hein, puisque une transition à quelque chose d'un peu continu et fulgurant c'est l'éclair. Donc transition fulgurante, c'est un oxymore. C'est ce qui probablement d'ailleurs a fait le succès du livre, pas forcément sa lecture. Alors, la première peut-être conviction, puisque j'aurai pas le temps de transformer mes convictions en opinions fondées, je vous renverrai effectivement aux ouvrages ou sur YouTube, enfin il y a un certain nombre de conférences, c'est l'idée que nous ne sommes pas dans l'inconnu, parce que le futur, enfin, on verra qu'on va toujours tourner autour de cette articulation, hein, futur, futurologie, prévision, prospective, hein, qui sont des termes, hélas parfois, alors pas dans votre noble institut, mais hélas parfois un peu mélangés. Je siège au Conseil économique et social dans la section prospective, et je n'arrête pas de me battre en disant la prospective, je suis dans la section prévision, pas dans la section prospective. Ça, il y a une erreur de casting, puisqu'ils font essentiellement de la prévision, de la scénarisation du futur, basée sur des analyses dites scientifiques, dont on peut montrer assez vite d'ailleurs qu'elles ne sont rarement plus qu'un impératif catégorique, si je puis dire, hein, et on travaillera aussi un peu sur cette question, qu'est-ce qui est scientifique et qu'est-ce qui ne l'est pas, et qu'est-ce qui devient impératif catégorique, notamment chez les empiristes, hein, dans le déterminisme par exemple du XVIIIe siècle,
on pensait épuiser le réel, mais ça je vais y revenir. Et donc l'inconnu, il y a toujours une part d'inconnu dans le futur, ça on le sait, même si je rappellerai tout à l'heure que dans la science du XVIIIe siècle, à l'époque de Newton et de Laplace, on pensait que les équations permettraient d'épuiser le réel et que l'analyse des causalités, c'était une question de densité des paramètres, permettrait au fait de contenir l'ensemble du futur dans le présent et l'analyse du passé. C'est là où on a vu les grands courants, y compris philosophiques, du déterminisme, qui voulaient lire dans l'histoire, comme l'a fait Karl Marx ou bien l'autre, ou même Darwin et d'autres, de lire au fond un espèce de sens de l'évolution qu'on arriverait à maîtriser, puisqu'en fait le propre de l'homme c'est de tenter de tout maîtriser. On a un rapport à la puissance de maîtrise qui est un rapport profond et important. On a un vrai problème, un vrai sujet sur ce qu'on appelle le lâcher-prise aujourd'hui, qui est un mot assez à la mode. Et donc il y a toujours une part d'inconnu dans le futur. Et cette part d'inconnu, on va tenter de la résoudre. Mais la question, et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que nous ne sommes pas devant l'inconnu, nous sommes devant l'inconnaissable. Alors c'est quoi la différence? Bien, la différence, c'est que l'inconnu, on peut tenter de l'approcher, de le maîtriser, de l'évaluer, de le scénariser. L'inconnaissable, ça veut dire que nos modèles mentaux, puisqu'au fond, tout est manière de percevoir, tout est question de conception. Les conceptions, c'est la manière de percevoir. Donc nous sommes dans nos conceptions, et il y a une certaine continuité dans les conceptions, qu'on appelle donc les modèles mentaux, qui peuvent être d'ordre rationnel, d'ordre émotionnel, d'ordre intuitif, etc. Mais on a des modèles mentaux. Et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que nos modèles mentaux sont en panne pour penser ce qui est en train d'advenir. Et c'est probablement l'une des sources d'une autre forme d'éco-anxiété, qui n'est plus l'éco-anxiété au sens qu'est-ce qui va se passer pour notre futur, le futur de nos enfants sur le plan climatique, mais qui est une forme d'anxiété parce qu'on a peine à penser ce qui est en train d'advenir. Et dans des tas de sujets, je peux vous dire, pour présider un certain nombre de comités éthiques, beaucoup de personnes sont dépourvues pour essayer d'identifier, même dans une éthique qu'on appelle conséquentionnelle, c'est-à-dire une éthique de responsabilité, du mal à identifier, au fond, ce qui revient à la question du bien et du mal. C'est ce qui est bon, bien, pour le monde, pour nous, beau, et puis qu'est-ce qui nous semble ne pas aller dans le sens d'un bien-être collectif, dans tous les cas, au sens heideggerien de l'éthique, c'est-à-dire quelque chose qui fait que le plus grand monde possible se trouve bien dans la société dans laquelle il vit. Et donc on a du mal à penser ça, et dans tous les domaines. Au domaine éthique, je préside un comité éthique de la santé sur les questions de la génomique et notamment de l'épigénétique, qui, dans nos propres hôpitaux à la Cato, pose un certain nombre de problèmes. La prédiction génétique à partir de cellules circulantes du sang à 5 semaines de grossesse pose des tas de questions sur lesquelles Testar est très présent. Et donc c'est dans tous les domaines qu'il y a l'idée qu'on a peine à penser, et même le droit est en panne. Quand on pose ces questions du tri des ovocytes, de la prédiction génomique, etc., on voit que le droit est en panne. C'est-à-dire que nos modèles du droit, qui consistent à catégoriser ce qui est permis et ce qui ne l'est pas, eh bien, se bloquent sur ces questions qui sont en rupture épistémique globale. Donc, nous sommes donc au cœur d'une révolution de nos manières de percevoir, et ceci se transforme, s'exerce autour, je vais dire, de 7 métamorphoses. Alors il y en a peut-être 9, il y en a peut-être 10, il y en a peut-être 4, j'en sais rien. Je propose 7 parce que c'est un chiffre sympathique, qui a une histoire. Et c'est ces 7 que je vais essayer de parcourir. J'y arriverai peut-être pas, parce qu'à un moment tu vas me faire des signes en disant attention, il faut aller déjeuner. Alors, la première rupture, elle est très importante parce que je pense qu'elle fonde beaucoup le reste, elle est d'ordre épistémologique. Je ne sais pas si vous voyez le chemin parcouru entre Newton et Laplace qui nous disent on va épuiser le réel, tout est une question de richesse des paramètres, et au fond on va déterminer entièrement le futur. Et puis patatras, arrivent des gens comme Poincaré, déjà, qui démontrent que les lois de la gravitation, quand on est à 3 sphères, on ne sait plus rien prévoir, on n'est même pas dans la prévisibilité, qui est souvent confondue d'ailleurs, y compris sur les plateaux de télé. On confond l'imprévisibilité avec l'imprédictibilité, qui n'est pas la même chose. Et donc la science du 20e, fin 19e, 20e, va complètement révolutionner cette idée qu'on pourrait épuiser le réel par un déterminisme mathématique, Galilée, le livre de la nature est écrit en langage mathématique, et qu'au fond on pourrait donc rentrer dans une prévision statistique, scientifique,
Alors j'aime beaucoup ce terme parce que souvent l'INSEE commence ses présentations en disant c'est démontré scientifiquement. Hein. Et à mon époque de gamin, quand je revenais de l'école et que je disais à mon père c'est démontré scientifiquement, c'est comme si Dieu avait parlé. C'est-à-dire ça ne souffrait aucune opposition, aucune réflexion. Si c'était démontré scientifiquement, alors... Et on est passé aujourd'hui à une réalité dans les médias où vous avez des démontrés scientifiquement qui se contredisent complètement et même des choses qui sont grandioses quand un scientifique dit, quand un journaliste ou un intervenant dit à l'autre, alors qu'il est pris en flagrant délit de mensonge ou en tous les cas de chiffres qui ne sont pas les bons, de dire écoutez, vous avez vos chiffres et moi j'ai les miens. Vous voyez, ça c'est quelque chose d'assez redoutable d'ailleurs, hein, si on creuse un peu. Et donc cette révolution épistémologique, elle nous fait passer à des concepts quand même fondamentalement nouveaux que sont l'incomplétude, par exemple. Hein, lisez le livre de Thierry Magnin sur le sujet, c'est-à-dire l'incomplétude de la science. Vous avez le fameux théorème de Gödel qui dit au fond un théorème, puisque ce que nous savons faire au mieux, nous les humains, c'est de faire ce qu'on appelle des inférences logiques. C'est-à-dire on part d'un certain nombre de principes et puis on développe à la mode socratique, on développe des raisonnements logiques, on fait des inférences. Sauf que ça débouche sur des théorèmes, par exemple. Sauf que Gödel dit les théorèmes, ils ne sont valables que dans l'espace axiomatique qui les a créés. Et ça, c'est pas vrai seulement pour les mathématiques. C'est vrai y compris pour les points de vue éthiques. En amont de l'éthique, il y a des impératifs catégoriques qui sont civilisationnels, culturels, par rapport à l'inceste, par rapport au cannibalisme, par rapport... Vous avez des impératifs catégoriques, et ensuite nous inférons à partir des impératifs catégoriques. Or, ce qui a été montré, notamment dans tous les travaux sur, au fond, y a-t-il continuité ou différence entre l'animal et l'humain, qui est un sujet largement débattu avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, puisqu'après arrive la question de l'intelligence des machines, c'est que le propre de l'humain, c'est d'être capable de dépasser les axiomes. C'est-à-dire que dans une situation inédite, il peut mettre en œuvre des essais-erreurs ou des conceptions qui vont dépasser les impératifs catégoriques. C'est ça, le génie humain en quelque sorte, et moi je ne vais pas me cacher, moi qui suis chrétien, je considère que c'est une des bases justement de l'anthropologie chrétienne, cette capacité à dépasser l'axiomatique. Eh bien aujourd'hui on est dans cette rupture axiomatique, dans ce passage à l'inconnaissable et dans cette première métamorphose épistémologique. Donc c'est l'arrivée de l'incomplétude qui va se traduire chez les non-scientifiques par le fait que la science n'a pas toujours raison. Et vous voyez aujourd'hui, c'est l'objet d'ailleurs du futur livre dont tu as parlé, c'est comment le vrai des gens est en train de s'éloigner de la vérité des sages. Sages entre guillemets, c'est-à-dire des sachants, qui sont souvent d'ailleurs des dominants. Et donc ce qu'on appelle l'obscurantisme, le vrai des gens, qui est en général un vrai holistique, hein, c'est-à-dire c'est un vrai de l'instant, presque au sens hegelien, je vois apparaître une réalité à laquelle j'attribue un vrai. Et c'est par le pas de côté et la mise à distance du vrai, de l'expérience, qui est holistique, qui est à la fois sensorielle, qui est émotionnelle, qui est rationnelle, bien sûr, également. Mais c'est à partir de ce vrai holistique, de ce point de vue du vrai, que je peux démarrer une démarche de vérité, c'est-à-dire ce pas de côté qui va me permettre de mettre à distance, en quelque sorte, l'expérience. Eh bien, on voit aujourd'hui, alors on pourrait, j'ai tenté d'analyser les causes avec quelques collègues, mais aujourd'hui tout le monde observe cette mise à distance et cette distance entre le vrai. Et d'ailleurs l'expression je parle vrai ou je parle en vérité n'a rien à voir, on le sait bien, quand on dit je me sens vrai, ça ne veut pas dire que mon raisonnement est vrai, est véridique au sens de la justesse. D'ailleurs je rappelle que juste, jusqu'à encore récemment, on va dire fin du Moyen-Âge, quasiment jusqu'aux Lumières, juste, ça signifiait conforme à la volonté de Dieu. Il n'y avait pas d'autre définition de juste. Regardez où on en est aujourd'hui, il y a juste, un calcul est juste, là on renvoie évidemment à la rationalité. Tuer un homme juste, on renvoie à autre chose, ou une femme juste, etc., etc. Vous voyez, j'ai déjà eu sur le plan sémantique une diversification. Et aujourd'hui, donc incomplétude, imprédictibilité, et puis on a découvert un nouvel infini. Hein. On avait l'infini temporel, l'infini spatial, on l'a découvert il n'y a pas très très longtemps dans nos modes de perception. C'est pas qu'on l'a découvert d'un seul coup que la nature s'est mise à devenir complexe. Dans nos conceptions, on est rentré dans l'infiniment complexe. Et ça, c'est un infini un peu nouveau dans la manière de concevoir les choses qui va avoir des impacts dans tous les domaines, quels qu'ils soient.
Et puis la dernière chose sur laquelle le regretté Bruno Latour a beaucoup travaillé, c'est le bouleversement de la relation sujet-objet. La mécanique quantique nous amène sur un univers où on se rend compte que le sujet observant, le sujet mesurant, crée en partie l'objet qu'il mesure, y compris sa nature. Alors là, comme mise à distance de nos représentations et de nos conceptions par rapport au réel, vous voyez un peu le pas qui est franchi. Alors on pourrait déjà à ce stade dire bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle. En tous les cas, ça ouvre le champ des possibles. C'est ce que tu disais un peu dans ton introduction. C'est-à-dire que, est-ce que le possible est enfermé dans une flèche du temps qui nous renvoie à une destinée qui est déjà écrite aujourd'hui? Auquel cas, comme le disait un ami de Pablo Servigne, il ne reste plus qu'une solution, le suicide. Puisqu'au fond, l'année c'est vite, si je puis employer un terme, sur le plan climatique, sur le plan de la biodiversité, etc. Et donc vous voyez que cette flèche du temps, quand on la regarde de façon linéaire, quand on ne donne pas autant du contenu, de l'espace, de l'épaisseur, de la rémanence, eh bien elle nous emmène à un quelque part dont très peu veulent. Il y a quelques délirants qui disent c'est bien, l'homme va disparaître, comme ça, ça va être formidable, la nature va pouvoir se développer, la biodiversité. C'est une antinomie philosophique, puisque rien ne se passera, puisque personne ne sera là pour en avoir conscience. Et donc on voit bien donc que cette révolution est profonde. Mais elle n'est pas seulement épistémologique, elle est aussi épistémique, au sens de Michel Foucault. C'est-à-dire que c'est l'ensemble de nos paradigmes de fabrication de la connaissance qui sont complètement bouleversés. Et j'ai tenté de caractériser dans un des ouvrages qui vient de paraître d'ailleurs aux États-Unis, qui s'appelle La Révolution contributive, de montrer en fait qu'on peut identifier cette révolution épistémique par le passage de nos conceptions qui ont été de façon dominante depuis les Lumières, je les ai qualifiées d'exodistributives. Alors ça paraît un peu compliqué, mais c'est un de mes talents principaux, hein, c'est d'expliquer de façon compliquée des choses simples, hein, vous allez voir. Mais exodistributif, ça veut dire que quand on regarde un système, parce qu'au fond, tout est système, votre corps est un système, nous sommes un système. Nous sommes des systèmes avec des composants qui sont en interrelation. C'est ça un système. C'est des composants en interrelation. Les Google Cars, c'est un système. Hein. Eh bien, nos conceptions de la maîtrise, ou en tous les cas, puisqu'on est toujours obsédé par la maîtrise, nos conceptions de cette maîtrise des systèmes étaient exodistributives, c'est-à-dire que le sujet, hein, si je veux analyser ce que vous êtes, le système que vous êtes, que vous représentez en action, je ne sais pas si on vous faisait faire un exercice, une démarche scientifique va consister à m'extraire, donc à extraire mon intelligence, je dirais, de celle du groupe, et ensuite d'analyser. C'est d'ailleurs le gros problème des universités et des universitaires, que je respecte beaucoup, hein, mais en même temps, ils ont une grande capacité, et le système pousse à faire de la recherche sûre. Alors que le problème aujourd'hui, c'est d'être capable de faire de la recherche avec, ce qui est absolument une autre conception qu'on va trouver dans les Living Lab, les tiers-lieux, etc. Et donc, je vais me sortir du système, et je vais analyser le comportement du système, essayer de le référencer, de le caractériser, au mieux par des lois mathématiques, et ensuite je vais distribuer. Donc je suis exo parce que j'extrais mon intelligence du système, distributif parce que je distribue des artefacts, des procédures de contrôle, des procédures de commande. Ça c'est une vision exo-distributive. Dans une conception endo-contributive, l'intelligence du sujet réintègre les composants du système, et c'est dans l'interaction, dans l'auto-ajustement, dans ce qu'on appelle parfois un peu rapidement l'intelligence collective, que vont se construire des formes de contributivité. Hein, Stigler a beaucoup travaillé sur cet aspect, endo-contributivité, et on verra qu'on est au cœur de cette révolution, qui va en créer une autre, hein, qui est le fait que c'est les interrelations et les interactions. Je disais dans Au crépuscule des lieux, nous sommes en train de passer d'une société ou d'une civilisation du lieu. Alors le lieu au sens large, hein, vous savez que dans le littré, le lieu a 27 définitions. Donc quand je dis le lieu, je ne parle pas seulement du lieu physique. Un grade dans une administration, c'était un lieu dans le vieux français. Hein, donc le lieu d'où je parle, en psychanalyse, le lieu du thérapeute, etc. Eh bien, on est en train de passer d'une société du lieu à une société du lien. Et le lieu devient une densité de liens. Ce qui a des conséquences considérables. Une femme qui n'est pas d'accord avec la taxe sur les carburants renverse le gouvernement, ou a failli renverser le gouvernement, parce qu'elle a créé une densité de liens qui ont fait que c'est devenu un lieu fondamental important. Et donc aujourd'hui, on a l'effondrement des lieux au profit d'une densité de liens.
Quand je vois mes étudiants, enfin, ils ne sont pas moi, quand je vois les étudiants de la Cato, comment ils peuvent se mobiliser, hein, on parle de l'individualisme, à mon avis c'est une erreur, ils sont capables de se mobiliser, mais c'est très éphémère. C'est-à-dire qu'à un moment, ils créent un lieu de solidarité, un lieu d'engagement, un lieu d'implication, et puis très vite, ils en sortent pour aller construire ou co-créer un autre lieu. Et il y a une forme chez eux qui se développe, qui est une forme de résistance aux lieux institués depuis de nombreuses années, tous les corps intermédiaires, etc. On voit bien aujourd'hui qu'il y a là un effondrement. Et donc, cette révolution épistémique, ce passage du lieu au lien, d'exo-distributif à l'endo-contributif, on va le voir partout. Je rappelle que, enfin moi, quand j'étais dans mon labo à Télécom Sud Paris, on travaillait sur les coopérations entre systèmes. On travaillait notamment sur l'automatisation des porte-containers des grands ports. Là, on avait fait les porte-containers en Lego et on était sur un calculateur qui devait avoir un mapping quasiment en temps réel de là où était chaque porte-container, et il optimisait un algorithme pour diriger chaque porte-container. Ça n'a jamais marché, on a cassé des kilos de Lego. Hein. Par contre, ceux qui sont arrivés, ce sont des laboratoires américains qui ont dit, nous, on ne va pas s'emmerder à piloter, on va donner à chaque porte-container qui va embarquer son autonomie d'ajustement, et c'est lui qui va optimiser avec ses plus proches le meilleur chemin pour déboucher sur la livraison au bon endroit. C'est eux qui ont eu le marché, notamment du port d'Anvers, par exemple. Donc on voit bien, cette conception endo-contributive, c'est une révolution par rapport aux conceptions dites exo-distributives. Vous avez, alors même s'il est contesté, vous avez Rifkin, par exemple, qui a beaucoup travaillé sur l'énergie endo-contributive. Je pense que c'est un sujet sur lequel vous êtes par rapport à l'énergie exo-distributive. Le modèle énergétique, il consiste à centraliser la production et à distribuer. Il est donc exo-distributif. Et aujourd'hui, les grandes ruptures en matière d'énergie, elles sont endo-contributives, même si on sait qu'aujourd'hui, il faut probablement une articulation entre les deux. Alors tout ça, ça nous a amené évidemment à plein de transformations. Et puis il y a la troisième métamorphose, qui est la métamorphose technoscientifique, qui là ne peut pas être bien sûr niée. J'ai beaucoup travaillé avec des collègues autour justement de la transition fulgurante, qui montrent qu'en fait c'est une systémique. Ce qui fait cette fulgurance, ce développement exponentiel, c'est que ce n'est pas une complexité ou une complication polynomiale devant laquelle on est. On est devant une complexité exponentielle due aux interactions entre un cœur qui est le cœur de la science et de la technique, qui est l'information, et donc l'explosion de la puissance des calculateurs, des automatismes et de la façon dont on peut travailler, et puis on pourrait parler de l'intelligence artificielle, qui va venir interagir au cœur d'un système où on va avoir d'autres révolutions qui vont se produire, avec évidemment les nanotechnologies par exemple et les biotechnologies. Moi qui ai travaillé quand je dirigeais l'Institut d'électronique et du numérique sur les premiers microscopes à effet tunnel, ça veut dire qu'on manufacture la matière. On n'est plus dans la chimie traditionnelle où on fait des mélanges. C'est-à-dire qu'on travaille sur des atomes et des particules que l'on vient agencer pour fabriquer des molécules complexes et des molécules, par exemple, qui appartiennent aux vivants. On sait aujourd'hui, alors, pas comme le disent certaines personnes, je n'en mets pas, d'imprimer en 3D un gène, on en est encore loin, hein, je veux dire, et on n'y sera probablement jamais, parce que plus on avance, plus on se rend compte que même le modèle du gène est un modèle qu'il faut réinterroger, mais on sait imprimer, en quelque sorte, le microscope agencé, c'est peut-être plus juste, un certain nombre d'atomes, de particules, pour créer une protéine complexe rentrant par exemple dans l'ADN. Hein. Alors évidemment, après vous avez tous les fantasmes de la science-fiction, on en parlait tout à l'heure avec vous, dont il faut se méfier, qui consiste à dire, bon, voilà, on pourra donc, si on peut imprimer une chaîne ADN, on pourra imprimer un humain, etc. C'est tous les fantasmes. Évidemment, quand on regarde la complexité, y compris d'ailleurs de l'action du gène et de son environnement, on se rend compte qu'on est dans l'infinie complexité, donc c'est du pur fantasme. Mais malgré tout, des gens continuent à croire dans cet épuisement, dans ce réductionnisme de la complexité du vivant. Et donc cette technoscience, elle explose littéralement, parce que entre cette puissance du calcul, maintenant de l'intelligence artificielle, et ce qui se passe dans les nanobiotechnologies, ce qui se passe également dans la génétique, avec la génomique, enfin toutes ces grandes révolutions actuelles, tout ça c'est lié, et ça fait système.
C'est-à-dire que plus on développe l'un, regardez quand on développe une neuroscience, grâce notamment à un IRM extrêmement puissant, 11,4 Tesla, donc on peut aller dans l'intimité du cerveau, eh bien on s'en inspire. Hein, les travaux d'Yann Lequin sur l'intelligence artificielle, c'est un réseau de neurones très artificiel et très réduit par rapport à la complexité du cerveau, hein, qui est l'objet le plus complexe de l'univers, mais malgré tout, on voit bien qu'il y a des interactions. Et donc tout ça fait système, et ça conduit à des ruptures qu'on n'imagine même pas aujourd'hui. Je veux dire, un peu dans la science-fiction, certainement, mais c'est évidemment combiné avec l'art, avec l'imaginaire, avec le fantasme, etc. Mais en même temps, évidemment, on est face à une rupture. J'ai tendance à dire, ce qui nous effraie aujourd'hui est au niveau de la machine à vapeur par rapport au TGV, c'est-à-dire ce que l'on voit poindre. J'étais récemment à une réunion des académies technologiques où les Chinois sont intervenus sur ce qu'ils font par rapport à faire remarcher les paralysés, entendre des sourds et revoir des aveugles. Alors il y a des pathologies particulières. Dans la prothèse qu'on a appelée avec Thierry Magnin naturficielle, parce qu'on ne sait pas, elle n'est pas naturelle, mais elle n'est pas complètement artificielle, c'est un mimétisme au fond du vivant. On voit qu'on est en train de franchir un certain nombre de seuils qui posent évidemment des questions de point de vue moraux et donc d'éthique. Tout ça nous amène aussi à une quatrième métamorphose qui est dans la conception du vivant et de notre rapport à la nature. Ça vit un véritable bouleversement épistémique, mais pas seulement. On le voit bien, ne serait-ce que dans le domaine médical. Hein. L'époque d'un déterminisme mécanique du fonctionnement du corps, ça, au fond, il y a des organes, il y a des réseaux, ça interagit, etc. Puis boum, on se rend compte que les globules rouges, ils communiquent entre eux, ces andouilles, comme s'ils voulaient nous créer de la complexité par plaisir. On découvre qu'il y a une densité de neurones considérable dans l'intestin, et on découvre que nous avons plus de cellules hôtes dans notre corps que de cellules appartenant à notre corps. Et donc là, on plonge complètement dans une espèce de vision écosystémique étendue, hein, comme dirait un certain nombre de spécialistes, de la nature du vivant. Alors là encore, on rentre dans des ésotérismes qu'il ne faut pas arrêter de condamner, puisque tout est lié, donc ça viendrait valider le fait que nous sommes en lien, qu'il y aurait des esprits, etc., etc. Il faut évidemment, les scientifiques par rapport à ça, une énorme responsabilité d'explicitation et d'appel à la prudence. Ceci étant dit, c'est une révolution de nos conceptions du vivant. Et un des livres fondateurs de ça, c'est le livre de Leslie Weiland, hein, que je vous conseille plus que les miens, hein, Approximatively Probably Correct, qui a été traduit en français, où il explique qu'au fond, le vivant, c'est un immense bricolage. Nous sommes un immense bricolage qui s'est fait par un équilibre entre la vulnérabilité, qui n'est pas la fragilité, qui souvent est confondue, y compris par des personnes instruites, si je puis dire, c'est la vulnérabilité qui est en permanence en interaction avec les forces de robustesse qui créent la robustesse. Donc il y a des forces d'altération et il y a des forces de conservation, et c'est bien le jeu entre ces deux forces qui crée la robustesse. C'est là d'ailleurs que le rêve transhumaniste perd complètement son sens. Puisqu'au fond, le but du transhumanisme, c'est de limiter au plus possible la vulnérabilité pour lutter le plus possible contre les fragilités. Mais en fait, le seul objet de matière complètement inaltérable, c'est le quartz. Hein? Donc si on veut transformer notre société en un quartz, on pourrait dire ça un peu, c'est un peu exagéré. Pour avoir des analogies avec la Chine, c'est qu'au fond, si on arrive à réguler toutes les interactions, à les dominer, à les contrôler, on arrive au quartz. On arrive à une robustesse absolument inaltérable, sauf qu'on aura peut-être réussi la survie, mais on aura raté la vie. Et ça, évidemment, ça n'a rien à voir, la survie. Vous imaginez, surtout pour un chrétien, n'a rien à voir. En tous les cas, n'est pas la vie. Hein, la vie ne se résume pas à la survie. Voilà. La survie, elle socialise, la vie, elle humanise. Donc, conception du vivant qui elle-même vit un véritable bouleversement. Nous sommes un immense bricolage, c'est-à-dire une somme d'écorithmes. Hein, Leslie Weiland parle d'écorithmes, c'est une espèce d'algorithmes sans logiciel, qui se sont empilés à différentes échelles, depuis le gène et la cellule jusqu'à l'échelle des organes, et ont créé cette complexité par cette évolution qui fait qu'on a migré vers, alors Teilhard de Chardin bien sûr, mais des êtres de plus en plus complexes dans des interactions d'écorithmes qui sont il y a des milliards d'écorithmes qui nous permettent à chaque fois d'utiliser notre vulnérabilité comme un facteur de robustesse. Petite analogie, nous sommes probablement au niveau de l'humanité dans une vulnérabilité, on va dire sans précédent. Ce
qui va nous obliger et peut-être nous permettre, par l'ouverture des possibles, de construire une robustesse sans précédent, puisque nous allons bien sûr en avoir besoin pour survivre, mais surtout pour vivre. Le cinquième, évidemment, conduit à la métamorphose de la conception même du progrès. Alors, il y a des jeunes parmi vous qui ne peuvent peut-être pas comprendre, mais moi, quand j'ai 17-18 ans, fils d'émigrés italiens, certificat d'études, et pourtant Élise et Proust, mon père, travaillant en usine, mais en même temps, me disant, la science, c'est le progrès. Et le progrès, c'est la science. Il n'y a pas de différence. Science, progrès, science, c'est la même chose. Après est arrivée la technique, avec De Gaulle qui a voulu donner des machines à laver à tout le monde, mais en même temps, il y avait une espèce de lien presque homothétique entre le concept science et le concept progrès. Je fais beaucoup de focus group et beaucoup de travaux avec les étudiants de la Gâteau. Je peux vous dire qu'on en est très très loin. C'est-à-dire que la science, ça ne veut pas dire la technique, hein, la technologie, ils sont dedans, ils vivent avec, ça fait partie du paysage, si je puis dire. Donc je ne peux pas dire qu'il y a un rejet de la technologie. Mais en même temps, c'est Etienne-Klein, hein, mon ami Etienne-Klein, qui décrivait, qui commençait un cours sur la relativité, et au bout de 2 minutes, il y a un étudiant de première année de licence qui lève la main, hein, Etienne raconte souvent ça, et il dit, ah bon, vous avez une question? Il dit, non, non, c'est pour vous dire, je ne suis pas d'accord avec la relativité. Ah, et comment? Oui, je la sens pas. Après la collègue, il a dit que je la sens pas. Et en fait, il s'est rendu compte, Étienne, qui parlait plutôt du relativisme d'ailleurs que de la relativité d'Einstein. Et donc, il y avait une forme d'amalgame qui se faisait. Mais nous, on a eu les mêmes expériences en économie. Un grand économiste, Nicolas Vaillant, au bout de 5 minutes, un étudiant lève la main et dit, monsieur, je ne suis pas d'accord avec vous. Notre génération a tendance à dire, jeune con, quand tu auras 20 ans d'études comme le monsieur qui est en face de toi, tu pourras ramener ta fraise. Hein, voilà. On n'en est pas là, je veux dire, on n'en est plus là. S'il y a des enseignants chercheurs parmi vous, ils peuvent témoigner de ça. Et donc, on voit bien cette transformation du rapport au progrès, et puis aussi du lien avec la flèche du temps. Parce que mettons-nous aussi à la place de notre jeunesse, pour l'instant, la flèche du temps ne les réjouit pas forcément, je veux dire, dans son extrapolation. La 6e métamorphose, elle est d'ordre socio-économique, et on voit bien aujourd'hui, on vient toutes et tous de l'économie duale, où en fait le moteur essentiel, c'était le raccourcissement du délai d'accomplissement du désir. Tout dans l'économie, si on suit les schémas un peu des récits, la sémiotique, qui parlent de l'accomplissement de l'objet du désir, on voit bien que tout est raccourcissement. C'était, il y en a parmi vous qui n'ont pas connu, ils étaient encore en culotte courte, mais Ivan Illich, hein, qui expliquait qu'en voiture, on n'allait pas plus vite qu'à pied. Il commençait sa conférence en disant, la voiture, vous ne pouvez pas gagner de temps. Alors nous, on était complètement dit, c'est quoi ce fou qui nous dit que la voiture ne fait pas gagner de temps? Et en fait, il faisait un calcul scientifique. C'est-à-dire qu'il calculait quelle part de nos revenus, on attribue à la voiture, tout compris, c'est-à-dire garage, assurance, essence et tout le truc. Il fait une comparaison, enfin une règle de 3 entre la part d'argent et la part de travail. C'était pas complètement idiot à l'époque, hein, le rapport à l'ère industrielle, etc. Maintenant c'est peut-être probablement moins justifié. Donc c'était pas idiot. Et donc en calculant ça, il s'apercevait que le temps de travail qu'on passe à payer la voiture, ramené au nombre de kilomètres qu'on fait en moyenne, nous fait aller à peu près à 8 à 10 km/h, je ne sais plus du chiffre exact. Et donc il nous disait, la voiture ne fait pas gagner de temps. Par contre, elle vous fait gagner du délai. Et on voit bien que ce moteur du délai d'accomplissement du désir, c'est le moteur essentiel de l'économie productive. Hein, avec Nimfels, nous sommes passés d'une économie centrée sur l'efficacité productive à une économie basée davantage sur l'intensité créative. Ça a été le mouvement décrit par ce prix Nobel d'économie. Et ça, on l'a vu, nous on a été de l'ère de l'efficacité productive avec tout ce que ça enclenche, y compris avec les anciens modèles dits de Pareto, où si chacun se concentrait sur là où il était le plus productif, et qu'on mettait ça dans l'échange, tout le monde s'enrichissait. Aujourd'hui, on continue à s'obstiner, et là je m'engage, excusez-moi de m'engager, peut-être même politiquement, je m'engage sur la bêtise qui consiste à ne pas voir que la différenciation productive est en train de s'estomper. Je veux dire, la robotisation globale, l'accès à la compétence, etc., font que les clusters de compétences liés à des actes de production divers et variés
n'ont plus de différenciation fondamentale. Et donc on continue à vouloir la mondialisation comme étant un facteur de développement par la différenciation de la productivité. Ceci est en train de mourir petit à petit, et dans l'avenir, avec la robotique polyvalente, déconcentrée, genre impression 3D et autres, tout ça va continuer évidemment de se réduire. Et dans l'économie de l'intensité créative, où contrairement à ce que tout le monde essaye, on ne peut pas vraiment protéger la créativité, eh bien évidemment ce modèle-là, lui aussi, est en train de vivre ces derniers jours, ou ces dernières années. Donc cette révolution socio-économique, cette métamorphose socio-économique, on va la voir partout, et surtout aujourd'hui dans l'émergence, et ça va me permettre d'arriver à la conclusion, de ce qu'un certain nombre de spécialistes comme Réau ou autres appellent le passage à l'économie écosystémique étendue. C'est-à-dire que l'économie de la créativité, qui a été en gros très active jusqu'en 2015-2016, hein, l'économie de l'intensité créative, et moi j'ajoutais et relationnelle, ce que Phelps ne faisait pas, mais l'intensité créative et relationnelle, eh bien, cette économie, on voit qu'elle est en train de migrer vers ce qu'on appelle l'économie écosystémique, c'est-à-dire l'économie en écosystème, qui va justement réinventer les interactions entre les différents lieux de cette économie écosystémique. On va aller plutôt dans l'idée de produire en local le plus possible et de reconvertir, le mot m'échappe surtout, en local, de recycler en local, avec aujourd'hui des technologies de rupture. Hein, nous, on expérimente dans notre centre de bio, on n'est pas les meilleurs, mais on est assez reconnus, des plantes au fond de la Deule, hein, qui fixent les métaux lourds, et ensuite on les distille et on récupère des métaux lourds avec un modèle économique qui est encore à peu près au double du modèle de l'extraction. Mais avec ce qui est en train de se passer, il pourrait y avoir un basculement. Et donc, bon, décidément je fatigue, mais nous dit que les mines de demain seront les déchetteries d'hier, on n'en est pas forcément très loin. On commence à avoir des technologies de recyclage importantes. Et quand on fait tout un procès sur les batteries, sur la question du lithium, etc., la question des batteries, c'est évidemment l'extraction du lithium pour monter à un niveau de batterie qui va accompagner le développement, et ensuite le recyclage doit représenter 80 à 90% des ressources. C'est un impératif absolu. Donc cette métamorphose socio-économique, elle est en train de naître, et dans des ruptures considérables, puisque dans ce cas-là, ce qui restera mondialisé, ou en tous les cas mutualisé, c'est les intrants non productifs localement. Et avec la robotique polyvalente, etc., il y a vraiment des sources, hein, ce qu'on appelle les usines de quartier. Saint-Quentin est en train d'avoir un projet d'usine polyvalente de quartier. Ce qui se passe à Fourmies, évidemment je parle des Hauts-de-France, mais il y a des tas d'autres endroits. Ça c'est quand vous viendrez dans les Hauts-de-France autour du thème de l'économie écosystémique. On voit bien, c'est encore évidemment un signal faible, hein, c'est quelques pourcents du PIB, mais il y a une émergence, et du coup ça renverrait au fond les trusts vers la production des intrants non productibles localement, et puis ce qu'on appelle les déchets utiles, puisqu'il n'y a rien à faire pour traiter certains déchets utiles, il faudra de la concentration et de la centralisation. La dernière forme, et j'arrêterai là-dessus, métamorphose, c'est au fond la manière de faire communauté dynamique. Là, il y a un livre qui me semble fondateur, hein, de François Rodier, qui s'appelle Thermodynamique de l'évolution, où il montre comment nos communautés d'évolution dynamique, ce que faire communauté, alors c'est pas forcément communauté locale où on se touche la main et on se fait des bisous, ça peut être une communauté purement virtuelle, mais comment ces communautés intriquées sont en train de développer des dynamiques qui ont été particulièrement étudiés par un grand éthologue, hein, qui s'appelle Longdon Morris, qui est professeur à Berkeley. J'ai eu la chance de suivre deux de ses séminaires, où il montre, parce que c'est un éthologue qui étudie le comportement collectif des animaux. Et il montre, alors il montre plein de choses, mais notamment quelque chose qui m'a frappé, c'est qu'il nous montre un troupeau de moutons qui est en train de courir dans la vallée, dans la plaine, à toute vitesse. Hein. Et puis, ce troupeau de moutons, il nous montre que le modèle d'organisation communautaire dynamique, qui est un modèle exodistributif, puisque alors, il y a un peu d'endocontributivité, parce que les moutons quand même s'alignent un peu avec les proches, et au fond il y a quand même la tête du troupeau qui définit la direction et les inflexions. Et il montre que ce modèle-là est un modèle tout à fait intéressant pour produire des inflexions optimisées du troupeau. C'est le modèle dans lequel nous sommes. Cette obstination des entreprises à faire, comment on appelle ça déjà, du benchmarking ou du benchmarking,
parce que c'est mieux de le dire en anglais, ça fait plus international. Et donc cette obsession de faire du benchmarking, c'est quoi? C'est de penser que les moutons qui sont devant, ils ont la tête, donc ils sont en tête, donc il faut regarder comment ils font pour être en tête. Hein. Et puis les moutons devant, ils sont forcément en tête, puisque tout le monde les suit. Hein. Donc ils se disent, j'ai la tête, donc tout le monde me suit. C'est Shanghai. Hein. Vous connaissez le classement de Shanghai, hein, c'est plus homme blanc coupé du bois, plus hiver rude. Hein, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Hein, c'est le type qui arrive au Canada, il coupe du bois, puis il va demander à l'Indien s'il va faire froid, et l'Indien dit oui, il va faire très froid. Et il recoupe du bois, et il va le revoir, vous êtes sûr qu'il va faire très froid? Oh, il va faire très très froid. Et il recoupe du bois, à la fin il a épuisé la forêt. Et il va voir l'Indien, il dit mais comment vous faites pour voir ça? Et il répond, plus homme blanc coupé du bois, plus hiver rude. Hein. Donc c'est le système de récursivité qu'on connaît bien. C'est ça, hein, le benchmarking. Sauf qu'il y a juste un problème, nous montre Longdon Morris, c'est quand il y a un ravin. Alors toute analogie avec ce qui est en train de se produire pour nous serait fortuite et bon. Quand il y a un ravin, ils se foutent tous dans la ravin. Bah oui, parce qu'il y a une entropie, diront les physiciens, propre au troupeau, qui fait, vous imaginez le troupeau de devant, s'il dit, ah bah tiens, je vais me retourner. La tête, ouais. Donc un dirigeant d'entreprise qui dirait tiens je vais me retourner, mais il prend toute la dynamique dans la figure du troupeau. Les corps constitués, les représentations, même les syndicats pourraient lui dire mais c'est quoi cette histoire? Nous on est contre, mais il faut que tu continues à courir, hein, sinon ça va nous poser des problèmes. Et donc le troupeau de moutons il a une dynamique intéressante dans un mode d'orientation et de développement qui est basé sur l'inflexion. Et donc la question de fond c'est est-ce qu'on va pouvoir continuer à infléchir? Est-ce que ça va être suffisant pour éviter le ravin? Ce qui est intéressant dans la thèse de Longdon Morris, c'est que se demander comment il fait pour bifurquer, si on admet qu'on a besoin de bifurquer. Hein, il y a des débats là-dessus, il y en a qui continuent de croire qu'on n'a pas besoin de bifurquer, il y en a même d'ailleurs qui souhaitent aller le plus vite possible dans le ravin parce que ça fera moins de souffrir, enfin, il y avoir différentes conceptions. Mais si on admet qu'il est intéressant, important de bifurquer, comment il bifurque un troupeau de moutons? Et là, s'il y a des chaînes d'entreprise parmi vous, j'ai fait beaucoup de séminaires sur cette question, ça peut inspirer la question de l'innovation. Vous savez comment ils bifurquent? Ils bifurquent par les marges. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des troupeaux de marge, il y a des moutons de marge qui décident de bifurquer, on ne sait pas pourquoi. Une intuition, une envie, ils ont aperçu un truc, voilà, un désir, et hop. Et ce qui fait que la dynamique du troupeau, là où il crée un trou, elle va permettre à un certain nombre de moutons de suivre au fond cette bifurcation, et de disrupter, en quelque sorte, hein, de partir. Et donc, on voit bien, alors ce qu'on remarque, et ce qu'il montre très bien dans ces films, c'est que souvent la tête du troupeau, elle aperçoit les andouilles là, qui sont en train de bifurquer, et il lui arrive de couper à travers, et de reprendre la tête, parce qu'ils ont quand même des qualités de leader, il ne faut pas déconner. Hein. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Par contre, il faut savoir que ceux qui bifurquent, parfois ils se perdent, parfois ils se réalignent. Hein, il y a des entreprises que je ne citerai pas en grève en ce moment qui n'arrêtent pas de recruter des jeunes qui très vite se réalignent dans la culture du cheminot. Je ne vais pas citer l'entreprise. Donc on voit bien que cette bifurcation ne conduit pas toujours à un succès et au fait que ça suit. Ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire que les entreprises doivent aller chercher de l'innovation dans leur marge. C'est-à-dire aller au-devant de l'initiative, des bifurcations, des disruptions, des désirs, etc., pour au fond les faciliter et puis à un moment donné dire voilà la charrette est à la mer et là on a intérêt à regarder ce qui se passe et en quoi c'est radicalement innovant. Mais il y a une autre éthologie qui est intéressante pour Longdon Morris. Il a fait des films assez extraordinaires. J'ai essayé de les acheter à 200 000 $ le film. Peut-être que c'est dans les moyens de l'Institut, hein, je ne sais pas. Je vais pas demander à la caisse de dépôt éventuellement. Mais il montre, c'est le nuage des tourneaux. Alors, Seriax avait fait des trucs sur les bancs de poissons. Hein. Le nuage des tourneaux, il est assez incroyable. Il est assez incroyable parce que, convenons-en, il n'y a pas plus con qu'un des tourneaux. Enfin, en gros. Pourtant, il se déplace à 30-40 km/h. Dans des nuées qui peuvent atteindre 1000-1200 étourneaux, ils peuvent disrupter mais, à 90 voire 180 degrés. Je sais pas, j'ai déjà vu un nuage, ça part de l'autre côté. Hein. C'est assez incroyable, une agilité incroyable, mais surtout une intelligence collective, donc je disais basée sur des étourneaux qui sont quand même pas terribles, mais en même temps, vous remarquerez qu'il est rare d'assister à un accident d'étourneau. C'est pas courant de se promener dans la rue, prendre un étourneau sur la tronche et dire tiens, il y a eu un accident d'étourneau. Pourtant, il circule à grande vitesse. Et mes échanges avec l'ancien patron de la patrouille de France m'a fait découvrir que c'est exactement la même chose pour la patrouille de France.
La patrouille de France n'est pas du tout dans un exercice préprogrammé avec des figures répétées et répétées. Ils sont dans des figures qu'ils ont décidé de faire ensemble, mais ils travaillent en ajustement mutuel de chaque pilote avec son environnement. Et donc, le nuage des tourneaux, il est assez incroyable. Ils ont même fait des expériences de faire plonger par les stimuli sonores un nuage des tourneaux dans ce qu'on appelle un réseau, c'est-à-dire des poteaux plantés de façon aléatoire, avec un grillage au-dessus. D'abord, il n'y a pas des tourneaux, parce qu'on pourrait dire que le nuage, il a une épaisseur. Donc on pourrait avoir des étourneaux qui se prennent le grillage, on pourrait avoir décapitation des tourneaux. Non, le nuage, on voit dans le film, il passe dessous, il contourne les poteaux, il sort de l'extérieur, et l'enveloppe du nuage est toujours l'optimum mathématique entre la pénétration dans l'air et le fait qu'il n'y ait pas d'accident des tourneaux. À quoi est dû ce miracle? Et ça sera ma conclusion. Il est dû au fait qu'on a découvert chez les tourneaux une capacité qu'on appelle l'holoptisme. C'est-à-dire que premièrement, les tourneaux, il a une vision à 360 degrés, au-dessus, en dessous, derrière, etc. Ce qui n'est pas notre cas. Il nous amène toujours à nous méfier de ce qui nous vient dans le dos. Il y a plein d'expressions bien connues. Mais en même temps, il a une capacité assez incroyable de percevoir l'environnement immédiat et en même temps l'environnement global, c'est-à-dire l'enveloppe du nuage. Et on ne sait pas comment ça se passe, mais les expériences montrent que le nuage, que les tourneaux, ça serait impossible d'obtenir la même agilité et la même robustesse aux obstacles, etc., s'il n'avait que la vision holoptique de sa proximité. Or, entre nous, qu'est-ce qui est en train de se passer? Eh bien, on est en train de devenir ce que j'ai appelé les homo holopticus. Puisque nous sommes par Internet et par toutes les techniques, et demain avec le métavers, nous sommes en même temps ici et maintenant, et en même temps partout ailleurs, et en interaction, ce que De Vulpian a bien montré, nous devenons des agents intelligents, socio-perceptifs, contrairement à ce qu'on croit. Et je pense que notre prochain livre avec le philosophe Stanislas Desprez amènera un peu à revenir sur l'idée que les gilets jaunes, les communautés, les jeunes, tout ça c'est de l'obscurantisme en mouvement, et qu'il faut réintroduire la belle science, la vérité scientifique, y compris s'il faut donner des coups sur la tête aux étudiants, parce qu'ils n'en ont plus grand-chose à faire pour un grand nombre d'entre eux. Non. Ça peut être une opportunité, ça peut être un désastre. Je veux dire, on a connu chez les Grecs des régressions allant jusqu'à l'obscurantisme. Mais ça peut être aussi une opportunité, en tous les cas, il faut le regarder comme une opportunité qui ouvre les possibles, qui peut reconstruire le dialogue entre la science et le vrai des gens, tel que l'expérience les amène à le vivre, redonner aux imaginaires sociaux un goût pour la science et pour la raison, sans pour ça tuer cette appétence de la spiritualité, je ne parle pas de la religion, de l'émotion, de l'intuition, et également évidemment de la peur et de l'angoisse, mais c'est cette interaction, et où nicher cette interaction? Eh bien, et ce sera ma conclusion, c'était le titre de mon intervention, dans ce qu'on a appelé, avec un certain nombre dont Michel Salov-Post, la prospective, qui n'est pas la prospective, qui consiste à séparer enfin la prévision, qui est nécessaire. Pas qu'elle n'est pas nécessaire, la prévision, il ne s'agit pas d'avancer dans les nuages. Mais la prévision, évidemment, elle nous met dans un univers, je dirais, un peu rationalisé, c'est-à-dire, enfin, pas l'univers rationnel, elle rationalise le chemin qui nous permet d'aller vers le futur, mais il y a une rétroaction de ces, on le voit avec l'éco-anxiété, il y a une rétroaction sur nos univers symboliques. Et il faut que les imaginaires sociaux, aujourd'hui, certains d'entre eux sont en train de se construire dans de nouvelles valeurs, dans de nouvelles visions plus holistiques, à la fois spirituelles, à la fois fait d'émotion, fait d'intuition, fait aussi de raison, parfois pas assez. Et c'est cette rétroaction qui va faire que par la science-fiction, par l'art, par des espaces signifiants, créatifs, ce qu'on appelle les tiers-lieux, on va pouvoir cheminer, c'est la prospective c'est la prospective chemin faisant, on va pouvoir cheminer en dehors de ces fameuses roadmaps. Moi j'ai été dirigeant d'entreprise, je ne sais pas s'il y en a qui font encore ces trucs un peu iconoclastes qu'on appelle des roadmaps. En anglais ça fait mieux. Où suis-je? Où veux-je aller? La vision. On tire un trait, ça donne le sens, parce que nous on a confondu vecteur et sens, ce qu'ont pas fait les Anglais, donc ça donne le sens. On fait une roadmap, on met des jalons, on peut objectiver, on peut mesurer. Alors, si on peut mesurer, ça marche forcément. Donc on met des jalons. Et puis à chaque fois qu'on passe un flag, on fait ouais. Donc moi j'ai été un roadmapper, j'ai rodé ma peur avec ces machins-là. Parce qu'au fond, en tant que dirigeant, ce qu'on a besoin de faire, c'est de roder sa peur. Donc pour roder sa peur, on fait des roadmaps que l'on suit. Petite analogie, et vraiment c'est la fin, Palo Alto a montré,
C'est pour ça que je suis très pessimiste sur les actions volontaristes roadmappées de lutte contre le réchauffement climatique. Il a montré qu'à chaque fois qu'on traite des problèmes de type 2, c'est-à-dire qui sont des problématiques de vision du monde, par des techniques de type 1, qui sont des techniques, c'est-à-dire d'objectivation, de technicité, etc., la plupart du temps, on renforce les comportements contre lesquels on veut lutter. Voilà, celle-là, elle est un peu digressive, je m'en excuse, mais je ne parle pas au nom de l'IEHS, je parle au nom propre. Et puis je vous remercie.